Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Une page enchantée. Je suis Roxane, en quête de ma propre spiritualité et la compréhension de mon histoire. Je vous emmène dans mon monde, dans mon introspection, à travers la magie des mots et l'envie de partager. Axée autour de mes découvertes, celles qui m'entourent, mes lectures, vers mes réflexions et questionnements. Je partage avec vous mon chemin vers l'éveil et mes prises de conscience. Au-delà de notre première lecture, il y a celle entre les lignes, que l'on ne décrypte pas, mais que notre âme encode. Selon moi, faire un travail sur cet encodage permet une introspection et une connaissance de soi pour prendre de la hauteur. Je vous invite donc à me suivre dans cette folle aventure qui va vous permettre de rentrer en communication avec vous-même. Cette partie trop souvent dissimulée, pleine de richesses, qui ne demande qu'à éclore pour être pleinement vous-même. Pour cet nouvel épisode, je vous propose de plonger au cœur de l'humanité, de ses luttes en nous inspirant du parcours de Matthias Barth. Derrière chaque épreuve se cache finalement une expérience qui ouvre la voie vers quelque chose de plus grand, la puissance de notre intuition. Comment la reconnaître, cette intuition ? Comment l'écouter et surtout comment la laisser transformer notre vie ? Ensemble, nous allons explorer ce chemin intérieur qui nous reconnecte à notre vérité profonde et qui nous donne la force d'avancer autrement autour du livre de Matthias Barth, L'expérience. Alors, première chose, quand je commence le livre, l'auteur parle de sa vie, de son enfance, de la manière dont sa médiumnité s'est montrée à lui, et il raconte sous quelle forme ça lui est apparu et comment, petit à petit, il est venu intégrer ses capacités dans son quotidien d'enfant, puisqu'il était encore jeune. C'est vrai, on commence à en parler tout doucement, sur le fait que les enfants sont très ouverts à la médiumnité, au monde invisible. Alors, j'aimerais agrandir un petit peu ce point qui me paraît essentiel déjà pour commencer sur comment écouter son intuition. Pourquoi les enfants sont-ils ouverts ? Pourquoi leurs canaux sont naturellement connectés ? Pourquoi on dit souvent qu'ils ont accès à l'invisible ? Ça, c'est une vraie réflexion à avoir ensemble. Alors justement, ils viennent d'arriver au monde, dans un monde qu'ils ne connaissent pas, et ils gardent encore cette proximité avec ce subtil, avec les choses qu'on a oubliées, avec ce qu'on pourrait appeler l'autre côté du voile. Leurs canaux sont encore ouverts comme s'ils n'étaient pas complètement refermés par nos croyances, nos conditionnements ou encore les peurs qu'on va développer en grandissant et parce que la société va nous modeler, nos parents vont nous modeler à des choses pour qu'on puisse grandir en fait dans ce groupe qu'on appellera l'humanité. L'enfant, lui, c'est un observateur. Il ressent, il imagine, et ça c'est sans filtre. Son mental, il n'a pas encore mis en place toutes ces barrières, les barrières de la logique ou du rationnel que nous, adultes, on peut avoir. Du coup, il est totalement capable d'accueillir naturellement des perceptions qu'un adulte aurait tendance à rejeter ou à redouter, voire à vouloir contrôler. Les enfants sont beaucoup plus dans le jeu et dans l'imaginaire, dans cette souplesse intérieure. Il n'y a pas besoin d'avoir pour avoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir l'objet matériel pour le posséder. Et en réalité, cet imaginaire, ce n'est pas seulement du rêve, c'est aussi leur porte d'accès au subtil. Parce qu'ils ont cette pensée magique. Et quand un enfant parle d'un ami invisible, ou qu'il dit sentir quelque chose dans une pièce, souvent, il ne le fabrique pas. Il le capte réellement avec ses canaux qui sont encore ouverts et perméables. Comme je vous l'ai dit, avec le temps, à cause ou grâce, et je ne sais pas où vous vous placerez, de l'éducation, de la société, des injonctions, où il faut être sérieux, rationnel, les canaux peu à peu se referment. Mais au départ, c'est un état qui est vraiment naturel. Et c'est pour ça que beaucoup paraissent plus connectés que nous, parce qu'ils n'ont pas encore perdu cette connexion. Et c'est pour ça aussi qu'en spiritualité, on vous parle de l'enfant intérieur, de cette reconnexion à cet enfant, de savoir finalement ce qui vous connecte à ce monde invisible. Dans le livre, il y a un passage qui est super intéressant sur le fait de mettre en mots. Et là, moi, je me suis reconnue totalement dans les mots qui ont été employés par Matthias Barth. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que souvent, je me heurte à cette difficulté
Comment expliquer mes ressentis, comment mettre des mots sur ce que je vis, sur ce que je perçois, que ce soit dans mon quotidien, dans mes podcasts ou même quand je discute avec des proches. Dès que je parle de mes convictions, en tout cas de mes croyances du coup, c'est toujours compliqué de trouver la justesse. Mais j'impose rien à personne. Vous n'êtes pas obligé de croire comme moi, vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. Je suis juste là pour vous ouvrir des possibilités. Et en lisant ces mots, j'ai découvert des phrases tellement simples, tellement logiques que ça m'a fait un énorme tilt. Je me suis dit, mais oui, c'est exactement ça. C'est ça que je veux expliquer. C'était là depuis toujours, mais j'ai pas trouvé comment l'expliquer. Et c'est devenu finalement une évidence quand j'ai fait ma lecture. On a les autres autour de nous, des personnes, et quand elles apprennent que vous avez la capacité de vous connecter à l'invisible, peu importe comment vous vous y connectez, ou que vous pouvez délivrer certains messages, on peut avoir des réflexions assez déconcertantes. Certains vont partir dans de grands discours, vous raconter toutes les histoires mystérieuses qu'ils ont vues à la télé, qu'ils ont eues. Je les remets pas en doute. Parfois, ça va très très loin. Ça va tellement loin qu'ils vont vous expliquer toutes les séries possibles, tous les documentaires, tous les livres, tout ce qu'ils ont pu entendre. Et parfois, ça reste du mystique. C'est un peu farfelu. Des châteaux hantés, des fantômes, des phénomènes vraiment étranges. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis juste qu'il y a certaines nuances à avoir. Ils vous racontent tout en détail, comme pour vous montrer qu'ils connaissent eux aussi ce monde invisible et que ce monde les attire. Et d'autres vont vraiment se fermer complètement comme des huîtres, et là vous n'aurez même pas envie ou vous n'aurez pas la possibilité de savoir ce qu'ils pensent. Et il y a ceux qui vont être très réfractaires à l'idée même de l'invisible et qui vont vous dire « moi ça c'est impossible, je n'y crois pas, c'est non ». Après bien sûr il y a toujours des couches derrière tout ça, mais ça leur appartient et c'est pas le sujet du podcast. Certains vont être curieux, vont vouloir tester. Ah oui, mais là maintenant, qu'est-ce que tu captes? Qu'est-ce que tu ressens? Raconte-moi. Est-ce que tu perçois quelqu'un? Est-ce que tu perçois des anges? Mais il faut savoir une chose importante. Les gens ont cette impression que l'on capte tout le temps. Mais peut-être que certaines personnes le font. Mais c'est pas mon cas. Je ne pense pas que ce soit le cas non plus de la majorité. Parce que ça serait vraiment très difficile à vivre d'être connecté à un autre monde en permanence. Et du coup, je suis pas sûre que l'ancrage soit bon. On reçoit pas tout le temps. Et surtout, pas quand on le veut. Ou en tout cas, pas toujours. On peut demander, on peut éventuellement y avoir accès, ou pas. Et ça, c'est vraiment un point important à comprendre. Pour ne pas se frustrer ou se mettre la pression inutile, c'est que, à votre demande, il n'est pas nécessaire que vous ayez absolument une réponse. Et surtout, vous n'aurez peut-être pas la réponse attendue ou la forme de réponse attendue. Finalement, pour mieux accueillir cette réalité, encore faut-il comprendre ce que nous sommes vraiment dans toutes nos dimensions. Et l'auteur nous ramène à l'essentiel, c'est-à-dire à la connaissance de soi, dans toutes nos couches visibles, mais aussi les couches invisibles. Et il va vraiment très bien poser les bases, c'est-à-dire qui nous sommes, ce que sont nos corps, autant sur le plan physique que sur le plan subtil. Et dans ce subtil, on a différents corps énergétiques, comme j'en ai déjà parlé dans des podcasts précédents, et je pense qu'il va être important ici de vous faire un lien avec ce que nous avons déjà vu, pour que chacun comprenne, et que vous puissiez aussi comprendre quand vous écoutez que ces perceptions ne sont pas de la magie instantanée, mais vraiment un fonctionnement du subtil, qui est naturel, qui est structuré et auquel nous pouvons accéder progressivement. C'est justement ce chemin entre ce que nous étions enfants et cette ouverture naturelle et ce que nous pouvons redévelopper à l'âge adulte qui est fascinant à explorer. Comme un enfant, vous allez venir l'explorer, l'apprendre, le comprendre. C'est là dans ce subtil que l'intuition et les messages, les guidances, peuvent réellement transformer votre manière de vivre. Alors si on parle rapidement des corps subtils, parce que c'est quelque chose de fondamental pour comprendre comment on fonctionne au niveau énergétique et aussi au niveau intuitif, on a plusieurs corps énergétiques. On a le corps physique, qui est notre enveloppe tangible, le corps émotionnel qui reçoit et enregistre toutes nos émotions, et le corps mental qui structure nos pensées et nos croyances. On a aussi un corps spirituel ou corps d'âme qui nous relie
à l'essence profonde et enfin le corps causal, qui est le corps qui rentre en jeu notamment dans l'hypnose quantique et dans certains de mes accompagnements. Cependant, vous pourrez aussi trouver, mais en faisant vos propres recherches, vous pourrez voir que parfois ils sont soit pas nommés de la même façon, soit ils sont encore plus nombreux. Chacun de ces corps a vraiment un rôle spécifique et ils interagissent entre eux, parce qu'il y a des liens entre eux. Par exemple, dans mes accompagnements, que ce soit dans le mini-accompagnement ou l'accompagnement complet, ou même à travers des exercices que je peux proposer dans mes contenus sur les réseaux sociaux, je prends en compte le corps mental, le corps émotionnel et le corps causal. Je n'en prends que 3 en compte. C'est un fil rouge qui traverse tout ce que je propose parce que c'est là que se joue la transformation et la réception des messages intuitifs. Donc si tu comprends tes corps subtils, c'est aussi comprendre comment tu vas pouvoir recevoir, intégrer et transformer le message avec ton intuition. Et ce lien entre les corps physiques et émotionnels, mental et causal, il rend mes guidances et mes exercices vraiment beaucoup plus puissants et concrets pour vous. Parce que je n'oublie pas de les ancrer aussi dans la matière. Alors, maintenant, je vais vous parler de l'aura. C'est quelque chose que j'aborde souvent dans mes accompagnements avec mes clients parce que c'est vraiment central pour comprendre la manière dont nous dégageons notre énergie et comment elle est perçue par le monde autour de nous. Qu'est-ce que c'est que l'aura ? C'est un halo subtil, un nuage qui nous entoure et qui évolue en fonction de notre état intérieur. Et quand on est bien, cette aura est lumineuse, harmonieuse, accueillante. Quand on est plutôt dans le mal-être, la fatigue, l'angoisse ou même une gêne, cette aura se modifie, c'est-à-dire qu'elle va refléter cette énergie. En pratique, cela correspond à ce que vous allez dégager dans votre quotidien et on peut le rapprocher de ce qu'on appelle le charisme. C'est une énergie qui vibre, mais au-delà de votre corps physique et qui peut être ressentie aussi par les autres. On a tous déjà entendu dire quelqu'un, ou même vous, « Ah dis donc, t'as du charisme » ou « Tu as vu le charisme de cette personne » ou ce que cette personne dégage, ou à l'inverse, avoir perçu une tension, un malaise chez quelqu'un, sans que l'on puisse vraiment expliquer pourquoi et ce que ça en disait. Alors l'aura, en quelque sorte, il va transmettre des infos que vous n'allez pas pouvoir mettre en mots. Matthias Barthes donne un exemple très parlant où il raconte qu'il a dû s'adapter à un de ses clients ou une cliente et il a dû ajuster sa vibration pour être accepté. Sa première vibration était tellement méconnue de sa cliente, ce que lui dégageait, que la réaction première de celle-ci a été très négative. Non pas par rejet de lui, mais par méconnaissance et incompréhension. Et du coup, ça a pu générer des tensions, des peurs, des blessures qui ressurgissent ou souvent on a peur de l'inconnu. Cela montre bien l'importance de notre aura et de la manière dont elle va interagir avec les autres. Comprendre cette aura, c'est comprendre que notre énergie influence nos relations, nos rencontres et même la manière dont nous-mêmes nous sommes perçus. Je propose justement des exercices pour travailler cette énergie, la remanier, l'harmoniser et aligner ce que nous dégageons avec ce que nous souhaitons manifester dans notre vie. Ça, c'est le pouvoir de manifestation. D'abord, comprendre que notre vibration, l'énergie que nous émettons à chaque instant, elle est influencée par nos émotions, nos pensées, notre état physique, quand vous êtes malade ou pas, et même notre environnement. Quand tu es dans un état positif, c'est-à-dire détendu, confiant, ton aura, ta vibration, elle va être élevée. Et ça va impacter ton entourage, tes expériences aussi, parce que tu les vivras pas de la même façon. Quand tu es dans un état de stress, de tristesse, de colère, ta vibration baisse et ton énergie va être perçue différemment par les autres. Pour pouvoir augmenter cette vibration, je t'ai créé un exercice gratuit. C'est une méditation qui est accessible sur YouTube. Je te mettrai le lien avec le podcast dans la description. Elle est bien entendu aussi disponible sur d'autres plateformes d'écoute pour que tu puisses y accéder facilement. Ça va te servir à harmoniser ton énergie et aussi à augmenter ton taux vibratoire. Ça dure 8 minutes, c'est très court, tu peux le faire quand tu veux, à n'importe quel moment de la journée, mais ça te permet aussi d'avoir un moment pour toi, un moment où tu vas reconnecter à toi et un moment où tu vas augmenter ta vibration pour te sentir mieux. On peut moduler consciemment un champ énergétique pour établir un lien de confiance ou encore ouvrir un espace de communication.
Et ça, c'est très intéressant, mais ça met aussi en lumière certaines résistances. Donc, je te disais, Matthias Barthes, quand il a reçu cette cliente, il a justement ajusté cette énergie. Concrètement, comment ça se passe ? Déjà, vous allez être en observateur intuitif. On commence à observer mentalement, on ne s'attache pas à comment l'autre est habillé, la couleur, le style qu'il a. On scanne vraiment intuitivement son état vibratoire de l'autre, qu'est-ce qui vous vient à ce moment-là, et on le fait en restant connecté. Vous pouvez tout à fait imaginer une connexion invisible entre vous. En deux, vous posez une intention claire. Mais elle peut être déjà posée dès le premier point. L'intention ici, elle est essentielle. Il s'agit d'ouvrir une connexion de cœur à cœur, là où vous allez être connecté, et de descendre dans le cœur de l'autre avec bienveillance et clarté surtout. En 3, vous allez créer une passerelle énergétique, ce fil invisible, une sorte de pont pour accéder à cette connexion. Mais attention, le risque, c'est de descendre vraiment trop bas et de perdre de vue aussi votre objectif initial. De ne plus savoir pourquoi vous faites ça. Finalement. Pourquoi vous devez ajuster cette relation ? Il est vraiment important de garder votre lien au divin, c'est-à-dire votre lien vertical pour ne pas vous perdre de vue. Et si nécessaire, après cette connexion, vous allez faire un voyage retour à vous-même pour rétablir votre centrage. Cette passerelle de visualisation et de création ne doit jamais rester en place trop longtemps. Il y a un autre point essentiel, c'est la suradaptation. Souvent inconsciemment, elle peut apparaître et ça fait référence à ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, qui cache parfois la peur aussi d'être rejeté. Le syndrome du sauveur, c'est quand une personne a tendance à toujours vouloir aider, réparer, protéger l'autre, la plupart du temps au détriment de ses propres besoins. C'est souvent inconscient, et ça cache déjà la peur d'être rejeté, de ne pas être aimé, et que l'on ne réponde pas aux attentes concrètement des autres. On va trouver ce syndrome dans différentes situations. Quand on accepte des demandes que l'on ne souhaite pas vraiment honorer, quand on prend les problèmes des autres comme si c'était les nôtres, ou encore quand on va s'adapter constamment à l'autre pour éviter un conflit ou un désaccord. Dans le travail énergétique ou intuitif, le syndrome de l'imposteur peut se manifester par une suradaptation de votre aura ou de votre champ énergétique. Tu vas essayer de t'aligner trop fortement sur l'énergie de l'autre, parfois au point de te perdre dans ton centrage et dans ta verticalité. Cela peut vraiment fatiguer tes corps subtils et diluer ta propre vibration. Comment le travailler au quotidien déjà ? Prise de conscience. Observer quand tu sens un besoin irrépressible de sauver ou de t'adapter. 2, tu vas délimiter des zones, c'est-à-dire tes limites. Apprendre à dire non, à poser tes intentions claires, ne serait-ce qu'à l'intérieur de toi, pour ta propre énergie. 3, centrage et ancrage. Prendre quelques instants pour revenir à ton propre cœur, ta verticalité, avant d'interagir avec l'autre. C'est rapide, ça prend quelques secondes. 4, énergie équilibrée, c'est-à-dire que tu visualises ton aura fermée, harmonisée, hermétique, avant et après des interactions pour ne pas absorber les tensions des autres. En pratiquant régulièrement ces étapes, tu peux continuer à être bienveillant et disponible sans te perdre toi-même et garder ton énergie alignée et surtout protégée. On reprend un point important, c'est le pont que tu vas créer. Cette passerelle, elle ne doit jamais devenir une fusion avec l'autre. C'est une connexion déjà qui doit rester respectueuse, une mise en lien, mais tu dois rester centré et ancré donc dans ta verticalité comme je te le disais. Pour comprendre pourquoi il est important de ne pas se perdre dans cette passerelle, l'auteur, lui, nous parle des 4 types de bagages que chacun porte. Des mémoires au sens large finalement. Ces mémoires, elles influencent nos interactions, nos réactions et nos manières de percevoir l'énergie des autres. On a tous nos propres histoires, nos propres bagages, et parfois, quand une personne vient à nous, il y a un effet miroir qui se fait, qui se met en place. Du coup, on va avoir tendance à ressentir des émotions, des blocages, des vibrations qui semblent venir de nous, mais en réalité, elles appartiennent à l'autre, parce qu'on se retrouve un petit peu dans l'autre. On doit comprendre que même s'il y a un effet miroir qui se produit, ce n'est pas pour qu'on vienne absorber ou se charger de ce qui nous appartient pas. L'histoire de l'autre, c'est pas la nôtre. Elle vient résonner en vous pour vous faire comprendre quelque chose ou pour que l'autre comprenne quelque chose à travers ces interactions. C'est un apprentissage. Autrement dit, cette énergie ou cette résonance peut être travaillée ou encore éveillée, faire bouger des choses, mais elle doit vraiment rester chez l'autre
ou alors chez vous, ne doit pas envahir ni vous ni l'autre. Votre rôle, c'est d'accueillir avec discernement sans fusionner, sans absorber et de garder ce centrage et cet ancrage. Il va nommer en fait les mémoires et il y a la mémoire allumée. C'est la mémoire de l'âme, de l'autre et de l'histoire. Elle contient l'ambiance morale, l'histoire de votre âme et de celle que vous allez rencontrer et elle donne un certain ressenti sur des situations, parfois même intuitives, parfois même émotionnelles. Vous savez, ce fameux « j'ai l'impression de te connaître depuis toujours, je t'adore » ou alors à l'inverse « je t'aime pas ». On a la mémoire transgénérationnelle. Ça, c'est notre mémoire génétique. Elle contient tout ce que nos ancêtres ont vécu, transmission émotionnelle ou énergétiquement. Ces mémoires influencent nos comportements, nos croyances, et parfois des réactions qui sont automatiques. Il y a la mémoire intra-utérine, donc la mémoire in utero, elle correspond aux émotions et aux expériences vécues avant notre naissance dans le ventre de notre mère. Cette empreinte peut se manifester à travers nos émotions, nos peurs, nos blocages, et elles font partie de votre bagage énergétique aussi. Et puis, la mémoire de votre vie lente. Ça, c'est votre vie actuelle, celle que tu vis, ici, maintenant. Cette mémoire, elle contient tes expériences, tes apprentissages, tes choix conscients, mais aussi tes choix inconscients. Quand tu crées une passerelle énergétique avec quelqu'un, il est important de garder conscience de tout ce bagage, de toutes ces mémoires qui sont bel et bien là. Tu peux percevoir certaines vibrations ou émotions, mais tu dois rester centré sur ton intention première. Sinon, comme je te le disais, il y a vraiment un risque de suradaptation ou de fusion. Donc comprendre ces 4 types de mémoire, ça permet de travailler vraiment avec plus de discernement et tu vas pouvoir venir moduler, ajuster et percevoir certaines choses sans te confondre. C'est vraiment un outil puissant pour ton alignement, pour protéger ta vibration et continuer tes accompagnements, rentrer en communication avec l'autre dans la connexion mais sans se perdre. Peu importe quelle sorte de mémoire se révèle quand tu rentres en connexion avec quelqu'un, elles sont source d'influence inconsciente dans ta manière d'être au monde. Elles façonnent tes réactions, ta perception, tes interactions, souvent sans que tu en aies pleinement conscience. Et ça pour tout le monde. Si on revient à l'aura, le concept de l'aura vibratoire qui nous entoure, du coup on peut comprendre que cette aura ne concerne pas seulement notre corps subtil, mais elle englobe aussi tous les êtres vivants de notre Terre avec toutes les mémoires aussi. Oui, la Terre a sa propre vibration, son propre aura qui nous entoure et influence aussi notre énergie. Donc ça fait beaucoup de choses qui viennent un petit peu comme ça parasiter notre énergie. C'est pour cela que parfois notre sensibilité peut être plus ou moins équilibrée, que nous ne comprenons pas toujours pourquoi on ressent certaines choses de façon exacerbée ou atténuée, pourquoi même malgré une très bonne nuit, on est extrêmement fatigué alors qu'on n'a pas fait spécialement de rêve, on n'a pas fait de réveil nocturne, pourquoi on est très irritable. Il y a les bouleversements terrestres qui rentrent en compte, qu'ils soient naturels ou énergétiques et qui peuvent avoir un impact direct sur le nôtre. Bien entendu, cette influence, en tout cas ces influences, ne sera pas ressentie de la même façon pour tout le monde. Elle dépend de notre niveau d'empathie, de notre sensibilité et aussi de notre réceptivité. C'est pas parce que on est sur le même lieu au même moment qu'on va tous percevoir et intégrer les mêmes informations. Déjà parce qu'on n'a pas les mêmes mémoires, et puis parce qu'on n'a pas la même façon de percevoir les choses. Dans cette dynamique, il y a aussi la Lune qui joue également un rôle vraiment majeur. Son cycle va influencer nos énergies, émotions, états intérieurs, et elle agit sur nos corps subtils, sur l'humeur, sur nos capacités à recevoir, à interpréter des informations dans le subtil. Comprendre son influence permet aussi d'ajuster notre énergie, de mieux nous connaître et de rester alignés. D'un point de vue scientifique, pour ceux qui ont besoin de repères plus concrets, notre cerveau se divise en 2 hémisphères. Jusque-là, je pense que tout le monde est OK. Hémisphère gauche, hémisphère qui va gérer notre mental, la logique, le raisonnement, et l'hémisphère droit qui est le siège de la créativité, de l'intuition et de la perception subtile. Cet hémisphère droit, qui est particulièrement sollicité chez nous les médiums, ou plus généralement tous ceux qui reçoivent des messages et qui ont une connexion avec l'invisible, ça permet de comprendre pourquoi certaines personnes ont des canaux médiumniques très ouverts. Ces capacités, chez beaucoup, sont parfois mis de côté,
ou même réprimée au fil de la vie, car la société, elle sollicite beaucoup plus notre hémisphère gauche, c'est-à-dire le mental et la logique. Pour illustrer, on pourrait prendre l'exemple de certains artistes. De nombreux créateurs, des musiciens, des peintres, disent avoir reçu des idées ou des œuvres dans des états déjà de rêve, ou vraiment d'intuition profonde, dans des états de méditation. Matthias Barthes cite même l'exemple d'une chanson qui a été entendue dans un rêve, montrant comment l'hémisphère droit peut capter des informations ou des inspirations qui échappent à la conscience rationnelle. Comprendre ce fonctionnement cérébral va aider à mieux saisir pourquoi nos capacités intuitives existent et comment elles se manifestent et surtout comment elles peuvent être cultivées et utilisées dans notre vie quotidienne. Certains artistes célèbres témoignent avoir reçu leur œuvre aussi de manière intuitive, comme si finalement elle leur avait été transmise, et il y a l'exemple de Paul McCartney qui raconte avoir entendu la mélodie de la célèbre chanson Yesterday dans un rêve, puis l'avoir mis en mots et en musique à son réveil. Même des écrivains ou des poètes disent recevoir des phrases et des histoires ou des images alors qu'ils sont en état de réflexion profonde ou de rêverie et qui viennent débloquer leur créativité. Ces différentes expériences montrent que notre hémisphère droit peut capter des informations qui dépassent la conscience rationnelle. Ces informations qui viennent de notre inconscient, de nos mémoires ou même de l'invisible sont notre sensibilité. C'est exactement ce que vivent les médiums ou ceux qui ont des canaux intuitifs très ouverts. Des idées, des images, des mots, des messages qui nous viennent, qui nous arrivent sans passer par le filtre du mental logique, sans qu'il y ait d'explication. Et ça permet de voir que la créativité et l'intuition sont vraiment intimement liées. Elles ne sont pas juste des talents artistiques, mais des facultés naturelles de perception que tout le monde a et qu'on peut tous cultiver à condition de reconnecter et de solliciter cet hémisphère droit. Ça explique aussi pourquoi les enfants, et certains enfants, manifestent ces capacités, parce que tout simplement leur cerveau est encore très flexible, les canaux intuitifs sont ouverts, l'équilibre gauche et droit est beaucoup moins rigide, et on connaît la créativité des enfants, donc l'hémisphère droit est énormément sollicité. Pour faire simple, l'inspiration artistique, la médiumnité ou la perception de messages vraiment subtils, ça passe par le même mécanisme, l'ouverture à l'inconscient et à l'invisible avec cet hémisphère droit comme passerelle vers ces perceptions. Les capacités extrasensorielles, elles sont multiples. Certaines se vivent au quotidien sans qu'on les appelle vraiment comme ça, sans finalement qu'on en ait vraiment conscience. Par exemple, penser à quelqu'un à recevoir un message quelques minutes après, ressentir une atmosphère lourde ou alors en rentrant dans un lieu, savoir intuitivement ce qu'une personne va te dire. Ce sont des expériences banales mais qui traduisent déjà une forme de ressenti et aussi de perception, voire même de télépathie. Et puis on a d'autres capacités comme la clairvoyance, plus connue, plus décrite. Elles sont parfois sujettes à incompréhension. Il y a toujours deux plans, celui qui reçoit et celui qui transmet, et la perception qui passe à travers des filtres. Parce que quand vous allez avoir la clairvoyance qui va s'activer, vous recevez quelque chose en tant que médium, vous allez transmettre en mots, vous allez mettre en mots. La perception, elle passe du coup par des filtres, des filtres émotionnels, des filtres de croyances, des filtres aussi de relations entre le praticien et la personne qui consulte. En psychologie, on va parler de transfert, donc c'est-à-dire l'influence réciproque entre le message reçu et la manière dont il est entendu. Et d'ailleurs, je vais vous citer une phrase du livre. La clairvoyance est particulièrement complexe car elle peut rapidement être mise en question lorsqu'elle concerne l'avenir. Nous détenons tous un libre arbitre qui nous pousse à agir et à reprendre le pouvoir sur notre vie, ce qui peut changer le cours des faits. Autrement dit, la clairvoyance ne donne pas une vérité figée, mais une trajectoire possible. Elle va montrer une direction ou à un moment donné, mais cette direction, elle peut évoluer. On vit dans 3 dimensions, parce que nous percevons principalement la réalité à travers 3 plans, 3 champs. C'est-à-dire le temps avec passé, présent, futur, l'espace avec la notion de distance et de matière, et la dualité avec nos opposés, le bien, le mal, la lumière, l'ombre, le oui et le non. Ces 3 champs, ça crée des cadres de notre expérience humaine, mais nos perceptions extrasensorielles, elles, ouvrent parfois à une porte vers l'autre plan, moins limitée par cette logique des 3 dimensions. Et je vous amène donc à réfléchir
à vos propres limites. Ces limites sont directement liées au fait que tu vives dans 3 dimensions. Un espace où la matière et les conditionnements influencent fortement ton champ d'action, et l'auteur présente différentes formes de perception subtiles. Donc il me semble important de rappeler que nous devons toujours rester critiques, c'est-à-dire accueillir ce qui résonne en nous, laisser de côté ce qui ne nous parle pas et surtout donner un sens personnel à ce que tu vas expérimenter. Car de toute façon, chacun interprète les choses à travers sa propre perception. Et cette perception, elle ne se limite pas seulement aux êtres vivants. Il y a les lieux, les objets, tout ce qui nous entoure porte une empreinte émotionnelle, une histoire, une trace énergétique qui va s'inscrire dans la matière. C'est pourquoi on peut dire, d'une certaine manière, que nous pouvons parler aux énergies. Quand on prend conscience de cela, les hésitations disparaissent. Vous pouvez dialoguer avec votre habitat, vos bijoux, vos instruments de musique, même avec vos objets du quotidien. Vous pouvez aussi déposer une intention, les charger de votre énergie ou au contraire les nettoyer. Il est d'ailleurs très intéressant de distinguer plusieurs niveaux. Notre propre énergie d'abord, qui vient influencer directement ce que nous possédons ou les lieux où nous vivons, et cette mémoire passive portée par nos murs, nos objets, la matière, qui peut rester inscrite comme une empreinte silencieuse et du coup qui va créer un effet papillon qui se joue dans les 2 sens, c'est-à-dire un lien de cause à effet, mais aussi d'effet à cause. Autrement dit, ce que nous émettons nourrit l'environnement et en retour, cet environnement peut nous influencer. Je suis très heureuse de lire quelque chose dans cet ouvrage qui parle des protections et des barricades que l'on peut se mettre. C'est-à-dire que parfois on aurait tendance à ériger, à bloquer, mettre des barrières sur toute intrusion extérieure. Le souci, c'est qu'en agissant ainsi, vous allez envoyer un message très clair aux présences invisibles. C'est comme si tu leur disais « J'ai peur de toi, je refuse ton aide » ou même « Je refuse d'apporter la mienne ». C'est un peu l'idée de la pensée magique. Quand on est enfant, tu baignes dans cette pensée magique, tu crois que ce que tu penses, ça va devenir ta réalité. Alors, ce que tu vas imaginer, ça prend une force immense et ça peut façonner ton vécu, même si tu n'en as pas toujours conscience. Côté psychologique, on peut rapprocher cela des capacités à créer des schémas mentaux. C'est-à-dire que les enfants, mais aussi certains adultes très sensibles ou intuitifs, ont une ouverture à l'esprit plus naturelle. Ils peuvent percevoir des énergies, des impressions et des messages subtils, et parfois ça agit ou ça va réagir en fonction de ça. Certains gestes simples, comme par exemple un bisou magique, peuvent avoir vraiment un effet très puissant parce que tu y crois fortement. C'est un geste qu'on va faire sur une petite blessure qui semble anodine et qui en réalité est une pommade d'amour. L'intention que tu y mets est une énergie qui agit presque systématiquement. Et les enfants le ressentent et l'accueillent et y croient sincèrement. J'observe moi-même ça vraiment dans mon quotidien avec des enfants en bas âge. L'effet est vraiment tangible et souvent très rapide. Ce qui est fascinant, c'est que cela fonctionne aussi comme un apprentissage inconscient. L'enfant comprend qu'il existe un lien entre intention, énergie et effet dans le monde. Et là va apparaître cette ouverture d'esprit, cette sensibilité qui peut être développée tout au long de ta vie ou tout au long d'une vie. Derrière ce geste simple se cache une dynamique profonde, la connexion à soi, à l'autre, à l'invisible. Et ça rejoint vraiment tout ce qu'on a exploré jusque-là. Les mémoires, nos corps subtils, l'aura, notre champ énergétique et la manière d'interagir avec tout ce qui nous entoure. Tout ce que vous venez de voir à propos de la pensée magique et de l'énergie que on peut donner et mettre dans ce simple geste, vous pouvez le faire sur n'importe quel autre objet, le nettoyer, mettre une charge, amener naturellement ça en parlant avec une claire sentience et une ouverture énergétique. Le clairsens, c'est cette capacité à ressentir les énergies autour de toi et d'ouverture, c'est-à-dire la possibilité d'interagir consciemment avec des flux, que ce soit dans ton corps, dans ton aura ou des objets qui t'entourent. Et dans cette logique, je t'amène du coup à découvrir la flamme violette, qui est une énergie spirituelle puissante,
qui a pour particularité de transformer le négatif en positif. Un peu comme l'idée du bijou magique ou du geste d'intention, qui charge, qui transforme et qui libère. Alors qu'est-ce que la flamme violette et d'où elle vient ? La flamme violette, c'est une énergie spirituelle connue surtout grâce à Saint Germain. C'est un maître ascensionné dans la tradition de l'ésotérisme et de l'alchimie spirituelle. Saint Germain a enseigné que cette flamme possède une puissance transformatrice qui serait capable de dissoudre les énergies négatives, les blocages, mais aussi les mémoires karmiques, et de transformer tout ceci en lumière et en amour. Elle a par la suite été mise en place et popularisée dans le courant du mouvement des maîtres ascensionnés au tout début du XXe siècle et notamment grâce à des enseignements canalisés et transmis par des médiums. Cette flamme violette, elle est considérée comme un outil de purification spirituelle mais aussi comme un soutien dans le développement personnel et de la guérison intérieure. En tout cas, c'est un bien-être invisible. En pratique, utiliser la flamme violette, c'est visualiser une énergie de la couleur violette qui va embrasser tes parts d'ombre. Elle va les transmuter et laisse place à la lumière. C'est une approche accessible à tous qui va apprendre à agir consciemment sur ta vibration et sur celle qui t'entoure exactement comme l'intention. Donc nos pensées, même celles les plus protectrices ou bienveillantes, peuvent parfois vraiment aussi nous enfermer. Mais si l'intention, elle est nourrie de peur ou d'attachement, elle devient une forme de barrière invisible qui va te limiter dans ta liberté d'avancer. Et l'amour véritable, il ne t'enferme jamais. Il t'accompagne, il te protège et il ouvre aussi des chemins. Et tu peux tout à fait, pour te libérer, appeler cette flamme violette. Comment tu vas pouvoir transformer ces intentions figées ? Comment t'en libérer ? Donc je te l'ai dit, tu peux appeler cette flamme violette. Elle va être perçue comme une lumière de transmutation et comme une force qui transforme le négatif en positif. Elle va en fait dissoudre les peurs et on arrive à la fin de ce podcast. J'espère avoir vraiment répondu à certaines de tes interrogations ou avoir nourri quelque chose en toi. Mon but n'était pas de donner des vérités toutes faites, mais d'apporter une réflexion accessible et vivante. J'ai voulu garder ce fil authentique à la portée de tous, tout en ouvrant la porte à d'autres perspectives possibles. La spiritualité, je la vois comme vraiment un chemin fluide et moderne, détaché des lourdeurs, des croyances figées d'autrefois. Elle nous invite à explorer, à nous questionner, à voir au-delà des apparences et à rester libres dans nos choix. C'est cette ouverture qui la rend vivante, joyeuse et parfois même légère, un peu comme une discussion entre amis où l'on découvre ensemble de nouvelles façons de comprendre la vie. Si tu as aimé ce podcast et si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et aussi à t'abonner à ma chaîne pour encore plus de partage et de belles prises de conscience. Je te dis à bientôt, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer et de venir me rejoindre sur mon Instagram. Je te laisse le lien dans la description de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de trouver chaque jour un élément positif qui va vous permettre de vous endormir avec le sourire.